pendant la guerre du Vietnam, le Nord, les armées du Nord et les Viet Cong pour passer au Sud Vietnam. Comme les Américains avaient créé une zone démilitarisée, les Viet Cong, la fameuse piste Ho Chi Minh, l'avaient fait passer par le Cambodge, en territoire cambodgien. Donc j'arrive à Phnom Penh fin février 1975, avec une amie franco-vietnamienne, mais dont l'oncle était le fameux médecin qui m'hébergeait à Phnom Penh. Et nous découvrons d'abord un Cambodge en paix, sauf que la guerre est présente. Donc des barges arrivées du Vietnam remontaient le Mekong, et tout le long étaient bombardés de roquettes par les Khmers rouges, le fameux sourire Khmer. Et malgré les difficultés, malgré la peur qui régnait en ville, et notamment ce que vivaient les centaines de milliers de réfugiés qui étaient des petits paysans chassés de leurs terres et qui s'étaient réfugiés à Phnom Penh dans des conditions épouvantables, les enfants et les gens conservaient le sourire, une sorte de fatalisme, mais parfois on voyait dans le regard, notamment des personnes adultes, une profondeur, une tristesse qui était terrible, et en même temps une très grande dignité. Et en ville, au bord du Mekong, on voyait beaucoup de ce qu'on appelait les enfants clés. Et puis on se débrouillait comme on pouvait. Là, cet enfant, tu vois, coupe un petit poisson qu'il a réussi à pêcher dans le Mekong, avec une baïonnette américaine qu'il a réussi à récupérer. La main avec sa gamelle vide, attend qu'une mission Croix-Rouge qui distribuait des aliments remplisse sa gamelle. Voilà, et là, les enfants coincés derrière des barbelés, mais qui trouvent le moyen de sourire toujours. Le regard de cette vieille dame accroupie est un regard qui me montrera toujours. Cette dame et moi avons échangé un regard qui était extrêmement furtif, et j'ai compris qu'elle acceptait que je la photographie. Ça s'est passé en un dixième de millième de seconde, une sorte d'accord tacite, comme ça se passe parfois. Et ce vieil homme qui porte des lunettes dans ce camp de réfugiés, et dont on sait maintenant qu'il n'aura pas survécu au Khmer Rouge parce que tous les porteurs de lunettes ont été exécutés, au prétexte qu'ils portaient des lunettes. Donc ils étaient potentiellement des intellectuels éduqués, donc imprégnés de la civilisation occidentale. Et puis je fais un saut à l'Académie des Beaux-Arts, l'Université des Beaux-Arts, qui avait encore un bus. Le régime républicain n'avait pas eu le temps de le débaptiser, donc il portait encore la sérigraphie Université royale des Beaux-Arts. Et une dizaine de gamins, d'étudiants armés, s'apprêtent à prendre le bus pour aller combattre les Khmers rouges. Et selon les informations que j'ai eues plus tard, aucun gamin n'en a réchappé. On traverse le Mekong et on arrive sur le front dit du Bassac, qui est donc de l'autre côté du Mekong et de son affluent le Tonlé Sap. Et là, ça carnadait dur. Franchement, c'était chaud. Donc je découvrais cette ambiance terrible de vrais combats. Pour rejoindre la ligne de front, on passe à travers les champs de mines, dont certains étaient signalés par des têtes de mort, des crânes accrochés à des piquets. Et on traverse le village d'Areksat qui avait été rasé par les Khmers rouges l'avant-veille. Il n'y avait pas eu de survivants, sauf trois petits-enfants, dont l'aîné, qui doit avoir 7 ou 8 ans, s'occupe de son petit frère et sa petite sœur, qui doivent avoir 1 et 2 ans. Et leur grande sœur, elle m'avait expliqué, était partie à Phnom Penh en barge pour vendre ses légumes. Et quand la grande sœur est rentrée, elle a découvert le carnage, que ses parents avaient été massacrés, elle est devenue folle de douleur et elle a pris les armes. Et je l'ai retrouvée 2 jours après, et j'ai fait un portrait fugace d'elle, et son regard me hante là aussi, pour toujours. Il est empreint d'une telle dignité, mais en même temps, on ressent sa souffrance, sa douleur. Et c'est une photo pour moi terrible. Ce qui est terrible, c'est que ces jeunes garçons d'à peine une dizaine d'années sont en fait des guerriers redoutables. Ils n'ont pas, vraisemblablement pas,
une réelle conscience de la mort. Et en même temps, ça leur permet de jouer au grand. Et ça les rend redoutables. Et j'ai pu le vérifier peu après au Liban, pris à partie par une bande de petits combattants chrétiens. Et ils étaient redoutables et très effrayants. Par radio, l'unité appelle en renfort l'un des 2 ou 3 derniers petits avions bombardiers, et afin de bombarder un peu plus loin sur la route. Et c'est là que arrivent 3 moines munis de 3 ombrelles, et les 3 soldats qui sont casqués, qui sont à l'abri au bord du chemin, leur disent de ne pas avancer, que c'était dangereux, qu'il y avait des bombardements et les Khmers rouges. Et les moines très très fatalistes disent non, Bouddha nous protège, et ils ont continué à progresser. Et là, on va monter sur un tank M113 pour rejoindre donc la ligne de front où se trouve le fameux Alex Borella, donc ce capitaine, ou Dominique Borella, ce fameux capitaine français qui combattait les Khmers rouges. J'étais en train de changer de pellicule et j'étais derrière le tank. Ils n'ont rien trouvé de plus rigolo que de tirer un coup de canon. Ils savaient très bien que j'étais derrière pour me donner une leçon. Et je me suis retrouvé assis par terre, à moitié assommé, parce qu'il y a un dégagement de gaz à l'arrière, il faut juste pas être derrière. Alors là, un grenadier assez intéressant, parce qu'en fait, il venait de rejoindre le front. C'était en fait un civil qui rejoignait le front le soir. Il travaillait en ville et il rejoignait le front le soir. Donc il ne se changeait pas réellement. Et on constate qu'il porte encore un pantalon en pattes d'éléphant qui était à la mode à cette époque-là, et des chaussures vernies. Je veux dire, dans la brousse et la jungle, c'est peut-être pas les chaussures les mieux adaptées, mais bon. Là, un Khmer rouge qui était enterré a été déterré en fait, blessé. Donc il est transporté par des gamins, c'est un gamin lui-même. Il est blessé à la jambe. Et quand on arrive au PC, évidemment, le colonel, sachant que j'étais français, journaliste, et que bon, il fallait pas faire n'importe quoi, fait un peu l'homme très humain, ordonne qu'on donne à boire au blessé qui est sur sa civière. Sauf que derrière les racks où se trouvent des mitrailleuses et de l'armement, on voit 2 types dont le visage indique clairement qu'ils n'attendent qu'une chose, c'est que je parte, pour faire subir aux Khmers rouges un traitement peut-être moins humain que celui qu'on me donnait à voir. Et pendant les contre-attaques, parfois, c'était en pleine vie normale, paysanne, donc les paysans s'enfuyaient en laissant tout sur place, et là, on pouvait voir une charrette avec son foin encore, complètement abandonnée au bord d'une mare, où là, on est frappé par le nombre de voitures françaises. Alors à cette époque-là, les voitures qui dominaient, c'était les 2 chevaux Citroën, les 4L Renault, les 504 Peugeot. 3 roquettes vont s'abattre sur le marché central, donc une cible complètement civile, aucun objectif militaire autour. Et donc j'arrive pratiquement tout de suite sur place parce que j'étais juste à côté. Et je découvre les dégâts que font des tirs de roquettes sur des cibles civiles. Et là, ça a été l'épouvante. J'avoue que j'étais dans un état second et je ne me suis pas très bien rendu compte des photos que je faisais, des photos terribles, des photos dont je ne suis pas fier. Et là, c'est le numéro qui est sorti le lendemain de ce bombardement sur le marché central, où il est évidemment question de ce bombardement tellement injuste. Et là, on arrive à l'aéroport de Phnom Penh pour Shentung. C'est le dernier avion de la CIA, World Airways, qui vient d'atterrir et qui redécollera 1 heure après pour la dernière fois. C'est le dernier avion à avoir atterri et décollé de cet aéroport. C'est une révolution de la campagne aussi. Les Khmers rouges voulaient remettre toute la population dans les campagnes et créer l'homme nouveau, mais de force. Ça n'a jamais marché. Et ça a toujours abouti à des désastres. Et donc finalement, moi je suis rentré en France peu avant la chute de Phnom Penh, parce que j'avais peur que mes films, j'avais compris que j'avais un reportage pour un jeune débutant qui pouvait tenir la route, mais j'avais très très peur que mes photos n'arrivent jamais en France. Ce sont des photos évidemment qui me hantent maintenant, et je ne sais pas si j'ai bien fait de les faire.
Et donc je ne sais toujours pas d'ailleurs si je fais bien de les montrer.